Bienvenue à ITV et bienvenue à Question Direct qui reçoit aujourd'hui M. Moussa Baldé. Il est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci M. le ministre d'avoir accepté notre invitation. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar et certaines universités devaient démarrer des cours. On sent que depuis quelque temps que les cours ne démarrent pas au même moment. La preuve, un communiqué de la faculté des sciences vient de sortir où l'année scolaire universitaire démarre le 12 avril prochain, dans quelques jours. Pourquoi ce hiatus? Merci beaucoup, merci Alassane pour l'invitation. Je voudrais d'abord saluer tous les téléspectateurs de ITV. Vous posez une question importante pour l'ensemble des universités sénégalaises, mais une question qui remonte à très loin, il y a même plus de 20 ans. Au début des années 2000, on va dire. Depuis presque 20 ans, il y a eu une succession, surtout au début des années 2000, une succession de grèves cycliques dans nos universités qui ont perturbé le calendrier universitaire. C'est ajouté l'avènement de la réforme sur le LMD. C'est-à-dire on est passé d'un système où on avait une licence classique, maîtrise, ensuite DA, doctorat, à un système LMD qui était plus un système anglo-saxon qui a été quand même adopté, même bien sûr en France. Je pense que c'était aux alentours de 2008 qu'on a commencé cette réforme et qui est appliquée depuis 2012. Ce qui a fait que le calendrier, c'était difficile pour les universités de rattraper en tout cas le temps perdu. Et maintenant c'est par semestre de toutes les façons que les cours se font. Donc si on perd un semestre, on est obligé de le rattraper. Par exemple, s'il y a une grève dans le premier semestre de 1 mois ou de 2 mois, il faut prendre ces 2 mois dans le second semestre. La conséquence, c'est qu'on a un rythme universitaire complètement désarticulé. Les facs dans la même université ne commencent pas à la même période. Les universités n'ont pas le même rythme. Et il est clair, et quand j'ai installé le recteur de Saint-Louis la semaine dernière, le nouveau recteur de Saint-Louis, évidemment, une de ses priorités, c'est comment rétablir un rythme universitaire normal. Oui, c'est quand même curieux qu'un élève soit admis au bac depuis le mois de juillet, qu'il reste jusqu'à ce mois précis, il n'a pas encore démarré ses cours concernant la faculté des sciences. C'est quand même assez compliqué. C'est compliqué. pas l'idéal, mais c'est un fait. Et on travaille, comme j'ai dit, pour en tout cas revenir à la normale. Mais bon, je pense qu'avec le système LMD aussi, il faut reconnaître par exemple les gens qui ont étudié dans des pays comme le Canada ou dans les pays anglo-saxons, les cours c'est par semestre. Et les gens ils peuvent même pendant un semestre aller travailler, revenir, faire l'autre semestre. Ça c'est pas le plus gênant que la personne n'ait pas commencé jusque-là. Effectivement, bon, si elle était en train de faire autre chose, ça se comprendrait. Mais oui, bien sûr, pour un étudiant qui vient d'avoir son bac, devoir commencer en avril, ça veut dire que tu ne pourras pas terminer ton année au mois de juillet et qu'elle va aller chevaucher avec l'année 2024. Oui, non, c'est un problème que nous reconnaissons et sur lequel nous travaillons. Oui, mais certains disent que c'est un problème pédagogique que ça se pose à l'université de Dakar et certaines universités au Sénégal aujourd'hui. Comment se fait-il aujourd'hui que les étudiants ont les bourses, les enseignants sont payés, pratiquement ils ne font rien? Ah non, 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 attention, il ne faut pas confondre. C'est-à-dire le fait que les enseignants, au contraire, ils croulent sous le travail. C'est-à-dire que pourquoi les nouveaux bacheliers n'ont pas encore commencé? C'est parce que les enseignants sont en train de terminer l'année dernière. Comme je vous ai dit, il suffit qu'un semestre soit perturbé pour qu'il glisse dans l'autre année. Absolument. Les cours ont démarré à l'Université de Dakar depuis le mois d'octobre. Sauf qu'ils sont en train de faire les cours, tous les enseignants sont mobilisés pour finir l'année 2022, qui n'est pas encore terminée. Donc les enseignants, au contraire, ils n'ont plus de vacances. C'est-à-dire que c'est le feu continu, comme on disait à l'époque. Mais évidemment, l'étudiant qui lui a eu le bac doit patienter, évidemment,
tout ce semestre, durant tout le premier trimestre, parce que les salles sont occupées, les enseignants sont occupés à finir l'année dernière. Il y a aussi un autre problème qui se pose, c'est le côté pléthore de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous avez la faculté de lettres qui fait pratiquement plus de 48 000 étudiants pour 300, 400 maximum enseignants. Et comment on peut suivre ces gens-là de façon globale, mettre la connaissance dans leur tête? Oui, évidemment. Il y a un problème de suivi des étudiants. On a un problème au niveau du Sénégal, c'est que, je donne l'exemple le plus récent, on a eu 75 000 bacheliers l'année dernière avec seulement 15 000 scientifiques. 15 000 scientifiques. C'est un problème ça. C'est un vrai problème. Donc, le résultat des courses, ce sont des littéraires. Qui doit les absorber? La fac de lettres, principalement. Et bien sûr, les facultés de lettres des autres universités que nous avons, mais principalement la fac de lettres. L'université de Dakar a pris cette année à peu près 20 000, et l'université numérique chez Aminougan, il faut reconnaître aussi. L'université de Dakar a pris à peu près 22 23 000 étudiants, l'université numérique a pris à peu près pareil. Et donc, eux aussi, parce qu'ils arrivent à prendre pas mal d'étudiants littéraires. Mais le problème, il est là-bas. Maintenant, attention, moi je me rappelle quand j'étais en maîtrise, nos amis de la fac de lettres avaient voulu qu'on aille en grève. Et nous, on avait refusé en leur disant, un étudiant à l'époque de maîtrise de maths, c'était avec l'ancien système, avait 24 heures de cours intérêts par jour. Nos collègues de fac de lettres, ils avaient un cours par semaine, c'était les mercredis, je pense, c'est un cours de 3 heures. Donc l'encadrement n'est pas le même en fac de lettres ou en fac de sciences. Et je ne dis pas qu'on a assez de profs en fac de lettres, mais il ne faut pas croire que c'est une catastrophe non plus. Oui, mais certains estiment que les universités chez nous s'embrouillent un peu. Le pays a besoin de former des gens dans des secteurs bien précis, surtout techniques, technologiques. Aujourd'hui, si vous voyez la Corée du Sud est là où elle est, c'est parce que la science a été mise en avant, l'enseignant est mis dans une situation de confort qui lui permet de donner des cours de façon efficiente. Mais chez nous, les enseignants ont des problèmes, la science n'est pas mise en avant et nous sommes dans une compétition mondiale. Alors, il faut reconnaître quand même une chose, c'est que dire que les enseignants sénégalais, les enseignants-chercheurs sénégalais ne sont pas dans de bonnes conditions, ce n'est plus vrai. Je pense que nous avons, dans la sous-région, nos enseignants maintenant ont à peu près les meilleurs salaires. Et c'est de bons salaires, tout le monde reconnaît ça. Ils ont probablement la meilleure retraite. Et c'est une excellente retraite, tout le monde reconnaît ça. Donc, depuis quand même l'avènement du président Macky Sall, on peut dire que les enseignants maintenant du supérieur, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas dans de bonnes conditions sur le plan salarial, s'entend. Vous dites aussi qu'il faut développer les sciences. Mais c'est pour cela, après la concertation nationale sur l'enseignement supérieur, non seulement il y a eu l'ouverture de l'université numérique, mais il y a eu aussi la création des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Et ça tombe bien, par exemple, l'ISEP de Diamniadio, si vous le visitez, c'est en coopération avec la Corée du Sud. Ils sont dans l'automobile, ils sont dans les métiers de l'automobile. Ce sont des instituts qui se forment sur les métiers, des métiers de pointe, hein. L'automobile, la communication, notamment la communication digitale, etc. Donc nous avons déjà 5 instituts et à terme, nous avons déjà le financement. On doit construire un institut par région. Un institut par région. Et je le dis, je le répète, le président en a parlé lors de son discours à la nation le 3 avril. Ce sont des instituts qui commencent à avoir une place importante dans notre enseignement supérieur et de mon point de vue, c'est l'avenir de l'enseignement supérieur. Est-ce que ces instituts seront faits par vocation par rapport aux potentialités de chaque région? Oui, c'est par métier. À l'Institut, si vous allez à Bignona, j'ai trouvé que les étudiants avaient préparé plein de jus, etc. Ils sont dans l'agroalimentaire. L'ISEP de Diamniadio, comme j'ai dit, est spécialisé. Il y a beaucoup de spécialisation automobile. Tous les métiers de l'automobile, ça va du carrossier jusqu'à moteur, etc. Et ils ont tout le matériel pour le faire vraiment. Vous pouvez visiter sur place. L'Institut à Thiès, apparemment, un de vos homologues, le directeur général de la RTS, me disait que maintenant, ils n'ont plus de problème pour recruter des techniciens, par exemple, les caméramans, etc. Parce que ceux qui sortent de l'ISEP de Thiès sont top pour commencer le travail. Donc, et l'avantage de ces instituts, c'est vraiment ça cadre avec l'emploi. C'est-à-dire qu'ils ouvrent des métiers, ils n'ouvrent pas des filières, ils ouvrent des métiers.
Et lorsque pour un métier donné, on n'arrive plus à insérer les diplômés, on ferme ce métier et on se oriente vers un autre métier plus prometteur. Ouais, mais maintenant, et les jeunes qui sont aujourd'hui dans la rue, qu'on doit récupérer, qui ont peut-être des compétences, qui n'ont pas la chance d'aller à l'université, quelle est la chance qu'on leur donne de formation? Et ça aussi, l'université a innové avec ce qu'on appelle les centres de recherche et d'essai. J'étais à Guédiawaye il n'y a pas longtemps, en plein cœur de Guédiawaye, où on a un centre de recherche et d'essai, où en une semaine, les gens ont été formés sur les métiers de l'agrobusiness, les métiers ils ont même maintenant ouvert au niveau de ce centre de recherche et d'essai un studio d'enregistrement pour la musique urbaine, pour les jeunes. Il y avait le métier de sérigraphie où des jeunes ont fait devant moi un t-shirt à mon effigie et une tasse à mon effigie. Donc l'université, avec cette innovation, effectivement, est en train maintenant d'aller vraiment trouver les gens dans leur quartier, dans leur village, parce que cette même formation, une formation similaire, bien sûr, avec d'autres métiers, a eu lieu dans un village à Kolda que j'ai présidé aussi. Oui, mais Kolda, Dakar, il n'y a pas que ça. Il y a les régions de l'intérieur, il y a l'est du pays, il y a la région de Matam, il y a partout. Bakel, on a des il y a beaucoup de jeunes qui sont là-bas. Je vais donner un exemple. J'étais à Guédiawaye et dans ce village. Mais on a des centres de recherche et d'essai dans toutes les régions du Sénégal. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le ministre, aujourd'hui, avec, comme vous l'avez dit, les recherches à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar? Beaucoup disent que la recherche n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Pendant la Covid, on a vu qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par des universitaires. Mais ça n'a pas été capitalisé de façon industrielle. Les pharmaciens disaient que justement qu'ils ont fait des recherches, des thèses qui sont à l'université, mais qui ne sont pas de façon industrielle exploitées pour créer un produit. Mais pour les exploiter, il faut créer les industries. Donc peut-être ce qui manque chez nous, mais ça aussi, vous savez, il y a la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Il faut aussi voir quelle est la vocation de notre université au départ. Nous avons hérité d'une université française, qui était, je le rappelle toujours, la 18e université de France, que nous avons récupérée en 1970. Donc la vocation, c'était de former des cadres, moins pour l'administration d'un pays colonisé, quoi. La recherche, c'était des gens, les meilleurs, on les amenait en France et ils faisaient là-bas leur cursus, ils étudiaient. Jusqu'à, par exemple, il n'y a pas longtemps, au début des années 2000, il n'y avait pas, le statut de laboratoire n'était pas reconnu dans nos universités. Il n'y avait pas d'école doctorale dans nos universités. Donc la recherche était presque individuelle. Les chercheurs, ils faisaient de la recherche, ils se débrouillaient pour trouver des moyens pour leur carrière. Parce que, paradoxalement, si quelqu'un ne progresse pas dans la recherche, dans son université, il ne progresse pas au CAMES. Et donc, si vous voyez quelqu'un qui vous dit « je suis professeur titulaire dans n'importe quel domaine », c'est que ce monsieur, il a quand même fait des recherches qui ont été validées au niveau international pour que le CAMES accepte de le promouvoir. Donc les chercheurs, ils se sont toujours débrouillés. Après, il y a eu cette réforme LMD, l'avènement des écoles doctorales et une volonté de financer les écoles doctorales. Malheureusement, ça n'a pas, en tout cas, pour le moment, les moyens qu'il faut, on ne les a pas. Les chercheurs, comme j'ai dit, se débrouillent. Par exemple, moi, quand j'étais, avant juste d'être nommé, en 2012 et en 2013, j'étais promoteur de deux projets, un des promoteurs de deux projets avec la Belgique, qui nous a valu 500 000 € pour la recherche et les biomaths dans le département de mathématiques. Un autre projet de recherche qui va finir bientôt, qui a été renouvelé avec la fondation Simons, où nous avons gagné au départ 400 000 $ et 500 000 $ après. C'est comme ça que les chercheurs se sont débrouillés pour, en tout cas, faire de la recherche et la recherche, en tout cas des universités sénégalaises. C'est pour ça que l'université de Dakar, puisque c'est un des critères pour être classé et arriver à ce niveau-là, c'est qu'il y a de la recherche, notamment au niveau de la fac de médecine, et les autres facultés, mais surtout aussi de la fac de sciences. Donc, mais évidemment, il y a des efforts à faire dans le financement. C'est pour cela que le président de la République, pour vraiment doter nos laboratoires, d'abord il y a eu le programme de 100 laboratoires et ce programme de 52 milliards pour équiper ces laboratoires. Ce programme, le président de la République va réceptionner, je vous invite, ce jeudi à Diamniadio, au moins 60% du matériel est sur place. On va pouvoir équiper nos laboratoires. Ça va changer la donne.
Il y a par exemple, je vous donne un exemple, il a acheté aussi, le président de la République, par le biais du ministère de l'Enseignement supérieur, 2 microscopes super modernes pour nos chercheurs en physique, en biologie. Et j'ai rencontré mes collègues de biologie parce que j'ai trouvé que le microscope ne fonctionnait toujours pas et j'ai convoqué une réunion parce qu'il faut que le microscope fonctionne. Les biologistes m'ont dit qu'ils avaient un microscope un peu moins d'ailleurs performant que celui-là et c'est ça qui a fait en sorte que des générations de biologistes ont pu faire de bonnes publications et pouvoir aller au CAMES. Malheureusement, ce microscope ne fonctionnait plus et ils comptent sur le microscope qui est à Diamniadio parce qu'au niveau de la Cité du Savoir, l'idée c'est de mutualiser les ressources. Quand il y a ces 2 microscopes là-bas, ils n'appartiennent pas à l'ICAD, ils n'appartiennent pas à l'UGB. J'ai rencontré là-bas des chercheurs de l'université de Ziguinchor. Tout le monde doit profiter de ce centre de mutualisation pour pouvoir faire avancer ces recherches. Donc, avec ce programme de 52 milliards pour moderniser nos labos, je pense que la recherche sénégalaise pourrait faire un pas. Ouais, vous êtes le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Concernant l'innovation, beaucoup estiment que le Sénégal aujourd'hui est un pays qui devient gazier et pétrolier et que l'argent qu'on doit générer dans ces ressources-là devait aussi servir à financer l'innovation. Oui, et d'ailleurs, j'avais oublié 2 points importants pour la recherche, si vous permettez. Le jeune qui vient de gagner le prix Ramanujan de mathématiques, il est au Sénégal, c'est le docteur Mohamed Moustapha Fall. Il vient de gagner le prix Ramanujan, qui est un prix qui est décerné par l'Institut de physique théorique en collaboration avec l'Académie du monde, la Toise. C'est le 2e Africain à avoir gagné ce prix. Et le premier qu'il avait gagné, le premier africain, c'est Philibert Nang, aussi c'est un mathématicien, un ami d'ailleurs que je connais bien, qu'il a gagné il y a 10 ans et qu'on avait invité ici à l'époque d'ailleurs pour nous faire quelques conférences. Donc ça montre quand même que notre recherche, elle est valable, elle est viable. Quand nos chercheurs vont par exemple au CAMES avec la médecine, on a vu, ils sont majeurs dans sur tous les concours et on a quasiment dit 100%. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'un pays qui veut émerger, comme le Sénégal, s'il a les possibilités, et je pense que le pétrole offre ces possibilités, doit financer sa recherche. Parce que la recherche, c'est un peu la boussole d'un pays. La recherche, c'est ce qui nous permet, si les Européens aujourd'hui sont devant, l'Occident, s'ils sont devant, c'est grâce à la science. Parce que sinon, des pays qui n'ont pas les ressources, qui sont obligés d'aller les chercher à des milliers de kilomètres. Mais bon sang, pourquoi ils sont devant? Parce qu'ils maîtrisent la technologie. Donc un pays qui veut émerger doit, et c'est ce qu'a compris le président Macky Sall, et c'est sur ça qu'il travaille depuis 2012, pour que le plan Sénégal émergent soit adossé à un capital humain capable de porter nos ambitions d'émergence. C'est pour ça un des axes les plus importants dans le plan Sénégal émergent, c'est le capital humain. Oui, il y a quand même beaucoup de jeunes Sénégalais qui créent des applications, qui sont dans l'innovation, qui sont dans le digital, mais qui ont du mal à avoir des financements pour s'en sortir, monsieur le ministre. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez pendant la Covid, combien il y a eu des laboratoires, même des robots qui ont été créés par des jeunes Sénégalais, à l'ESP, un peu partout. Mais il n'y a pas eu de suite, il n'y a rien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi le rôle de l'État normalement de financer ça. Mais dans nos pays, comme on n'a pas beaucoup d'industrie, en Europe par exemple, vous savez, moi j'ai fait un post-doc à Supélec, qui est devenu Centrale Supélec à Paris. Quand vous arrivez à Supélec, vous voyez quoi, les insignes des grandes entreprises françaises. C'est Peugeot, c'est EDF, etc. C'est eux qui sponsorisent, ils payent. Et c'est pour cela qu'on était plus gâtés par nos restos et tout que des universités comme Paris Sud, Orsay, etc. Parce qu'il y a des entreprises qui suivent ces jeunes-là, qui investissent d'abord sur les ingénieurs, puisque c'est eux qui les recrutent. Ensuite, qui investissent sur la recherche, parce que c'est cette recherche qui fait progresser leur activité. Mais ça, évidemment, au Sénégal, on n'a pas encore de firmes qui sont capables de faire ça, surtout des firmes nationales. Parce que quand c'est une firme internationale, elle a tendance à favoriser la recherche dans son pays. Donc, il nous faut des firmes nationales capables de porter ces recherches. Mais on a quand même mis en œuvre des systèmes. Je pense que la DER, si les gens sont bien informés, et quand on crée une start-up et qu'on a moins de 40 ans, on peut aller voir la DER pour développer son activité. Je connais des gens quand même, de jeunes Sénégalais. J'en ai rencontré à Kigali, qui avait un jeune Sénégalais dont la start-up avait gagné un prix et qui a fait des exposés et qui même arrive à nouer des relations avec des entreprises dans le monde.
Oui. On revient un peu sur le débat actuel, l'actualité politique. Le président vient de faire un discours à la nation, a dit qu'il tend la main à l'opposition pour dialoguer. Mais beaucoup ne croient pas à ce dialogue. Ils disent à 11 mois des élections que ce n'est pas possible de dialoguer en ce moment. Mais pourquoi ce serait pas possible de dialoguer? Je pense qu'il y a encore beaucoup d'étapes dans le processus électoral. Nous avons les révisions, bon ça a démarré. Il y a peut-être ensuite le parrainage qui va arriver. Mais surtout, il faut que les gens s'accordent sur, pour qu'on ait un climat d'apaisement avant d'aller à l'élection présidentielle. Je pense qu'il y a toujours possibilité jusqu'au jour de l'élection de dialoguer. Et les gens qui disent « ouais, ils n'y croient pas », c'est parce qu'en fait, c'est des gens qui ont décidé peut-être d'aller vers des affrontements, et perturber peut-être même l'ambiance électorale, créer, je ne sais pas, une sorte de tension qui n'a pas sa raison d'être pour des fins que je ne connais pas. Parce que ce que j'ai dit, c'est que le peuple sénégalais, on l'a vécu. À chaque veille d'année électorale, présidentielle surtout, il y a eu beaucoup de troubles dans notre pays. Mais le jour J, le peuple sénégalais, il est allé voter et a choisi le candidat vraiment pour lequel il pense qu'il peut prendre les destinées du pays. Mais la question cruciale, c'est celle du troisième mandat. Certains estiment que le président Macky Sall n'a pas droit à aller chercher un troisième mandat. Ceux qui estiment ça, je pense qu'il faut qu'ils nous disent sur quoi maintenant ils se basent. Parce que il dit se baser sur la Constitution. Justement. Le lui interdit. Justement. Selon eux. Selon eux. C'est-à-dire, nous sommes dans un... C'est ce que je disais à mes collègues de fac de droit une fois. Peut-être qu'il faut qu'on invite des mathématiciens, des physiciens, d'autres pour essayer de participer à la rédaction de nos constitutions pour qu'il n'y ait plus de débat. Parce qu'eux-mêmes sont divisés sur cette question. D'éminents professeurs au Sénégal sont soit... On dit que le mandat, le septennat de Macky Sall n'est pas visé par ce qui est dit dans cette constitution. On parle de 2 mandats de 5 ans. D'autres ont d'autres points de vue. Mais dès l'instant que c'est comme ça, est-ce que c'est à moi de trancher? Est-ce que c'est à la rue de trancher? Non, c'est au Conseil constitutionnel de trancher. Et je pense qu'on n'a pas le droit de trancher avant lui, parce que ça, ce ne serait quand même pas de la démocratie. On doit attendre qu'il tranche. Mais moi, j'ai toujours dit, ce qui est important au Sénégal, c'est que je pense qu'on est tous d'accord maintenant qu'on ne peut plus tricher au niveau de l'élection au Sénégal. Que les élections qui se passent au Sénégal sont transparentes. Mais bon sang, dans une élection où même le président ne peut pas influencer le vote, ne peut pas sortir des urnes quelque chose qui ne correspond pas à la volonté populaire. Mais pourquoi se bagarrer sur des histoires qui divisent même le monde universitaire? Et donc on devrait attendre que le Conseil constitutionnel se décide et surtout attendre que le peuple sénégalais se décide comme il l'a fait en 2000. Mais avant les élections, il y a eu quand même des soubresauts. On a connu en 2012 le même débat. Il y a eu 12 morts. 2011. 2011, il y a eu 12 morts avant les élections de 2012. Oui. On est en train de reposer pratiquement le même débat qu'on a connu en 2012. Mais ceux qui le et posent... beaucoup pensaient qu'avec la réforme qui a été faite en 2016, la Constitution, qu'on ne serait plus dans ces débats. C'est-à-dire qu'en 2011, beaucoup de gens, notre démocratie, on avait connu une alternance. À l'époque, déjà, pendant longtemps, le président Wade a toujours dit qu'on lui avait volé l'élection. Bon, je pense que, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En 2012, en 2000, quand on a fait l'élection, on a vu que notre système démocratique, il a franchi un palier. C'est que le président sortant peut organiser une élection et la perdre. Ça, c'était une étape. Mais jusqu'en 2011, il y avait quand même, avec surtout la volonté de Wade, à l'époque de changer la Constitution. Le président Wade, l'histoire du Carblecan, il a voulu le changer. Il y avait une volonté manifeste, en tout cas selon la perception de la plupart des Sénégalais, du pouvoir en place, de ne pas accepter la vérité des urnes. C'est ça qui, à mon avis, avait créé la tension. Il n'y a rien de tel maintenant. On sait qu'on a fait plusieurs élections où le pouvoir a perdu, par exemple, des élections importantes dans les grandes régions comme Dakar, etc. Et que l'élection, elle est transparente. On ne peut pas tricher au niveau des élections. Donc je pense que personne ne devrait plus sortir qui que ce soit dans la rue pour se bagarrer pour une histoire de candidature dès l'instant qu'on croit à son programme. Moi, j'ai toujours dit que, et quand j'étais, je le rappelle, quand j'étais en 2011, le débat se posait,
Je faisais partie des gens qui disaient toujours attention, prenons quand même notre programme, expliquons-le aux Sénégalais. Parce que même si on empêche à quelqu'un d'être candidat, il faudrait quand même que les gens acceptent notre programme. Je pense que tout le monde devrait actuellement, au lieu de jeter les gens en pâture dans la rue, aller expliquer son programme aux Sénégalais dans l'espoir que quand sa candidature sera acceptée par le Conseil constitutionnel, les populations aussi pourront voter pour son programme. Mais les Sénégalais estiment justement le président Macky Sall s'est donné les moyens d'écarter tous les gens qui pouvaient le gêner. Qu'aujourd'hui, il y a Ousmane Sonko qui fait en face de lui, qu'il cherche par tous les moyens pour ne pas qu'il soit candidat. Ça aussi, c'est un débat que les gens mettent, mais il n'y a rien qui prouve cela. La preuve, il y a eu un procès entre M. Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. M. Ousmane Sonko, il a demandé plusieurs renvois que la justice lui a accordés. Les gens pensaient que de ce verdict, on va tirer la conclusion qu'il ne sera plus candidat. Ce n'était pas le cas. Donc, il y a un appel aussi. Hein? Oui, mais d'accord, mais ça veut dire qu'au moins notre justice, elle est, de mon point de vue, on peut lui dire tout ce qu'on veut, elle est indépendante. Moi, je crois à notre justice, je pense qu'elle fait son travail et que personne ne peut l'utiliser pour écarter qui que ce soit. Donc ça aussi encore, c'est de la propagande politique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une propagande qui, des fois, d'ailleurs, est accompagnée par un certain média qui font croire que déjà, on doit tous taper sur une candidature parce que, je ne sais pas moi, et je ne comprends même pas pourquoi. Donc, je dis que c'est un débat qu'on a déjà instauré, une sorte de campagne, alors que la campagne électorale, ce n'est pas maintenant. Ce qu'il faut, c'est garder sa sérénité, expliquer son programme à 8 mois des élections. Je ne rencontre pas des candidats qui me disent voici le programme. Nous, on a un plan, c'est le plan Sénégal émergent, c'est un plan qui marche, tous les Sénégalais le reconnaissent. Et donc nous voulons que ce plan continue, on a ce droit-là, que d'autres proposent d'autres plans, d'autres programmes. Et les Sénégalais, le 25 février 2024, je suis sûr qu'ils pourront choisir la personne qu'ils voudront pour disons, diriger notre pays. Monsieur Moussa Baldé, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Direct. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.